Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, 17 gouverneurs ont été remplacés. Ces nominations interviennent au moment où les administrateurs civils sont en grève illimitée. Vous aurez dans cette édition l'analyse de Boubacar Bokouma, analyste politique. Mise en place du CNT, toujours à la recherche d'un terrain d'entente entre la classe politique et les autorités de la transition. Crise sécuritaire au centre du Mali, Maître Cheikh Oumar Konaré se prononce. Nous y reviendrons plus en détail. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais, un titre, 17 gouverneurs dont 11 militaires ont été nommés ce mercredi 25 novembre 2020. L'annonce a été faite à la suite du Conseil des ministres. Ces nominations interviennent dans un contexte où l'occupation des postes stratégiques par des militaires suscite des débats au sein de l'opinion nationale. Suivons ensemble ce qu'en pense Boubacar Bokoum, analyste politique au micro de Kadiatou Guindo. Je pense que c'est une réaction tout à fait prompte du gouvernement et que c'est une réaction même adaptée et intelligente parce que dès lors que la sécurisation du territoire devient un problème, c'est normal quand des civils décident de ne pas aller au front, que ce soit des militaires qui partent. Donc aujourd'hui, en termes de capacité de gestion, je pense que la gouvernance des régions à l'intérieur du pays devient problématique. Et donc de ce point de vue, nommer des militaires à ces différents postes stratégiques, j'estime que c'est une très bonne vision. Maintenant, il faut bien soutenir et bien structurer et trouver l'architecture qui permette d'harmoniser et de faire fonctionner cette machine. Je pense que c'est une très bonne décision. Parce que quand je vois la classe politique qui s'agite et que les administrateurs civils aussi ont des revendications qui ont fait qu'aujourd'hui il y a une rupture de banc avec le gouvernement. Ça se comprend naturellement parce que l'État aujourd'hui n'a pas les moyens de faire face à la demande sociale. Ça, c'est la réalité. Maintenant, l'autre chose est que la transition a commis une erreur fondamentale de ne pas acter l'état de guerre et de ne pas aller à la réquisition. Parce que cette réquisition et cet état de guerre allaient permettre à la transition, effectivement, d'encadrer, parce que c'est une période courte. Donc, on ne peut pas vouloir une transition et vouloir être dans la gouvernance. C'est deux notions différentes. Quand on est dans une transition, on gère des problèmes purement techniques, essentiels, qui sont politiquement impossibles, mais stratégiquement indispensables. C'est ça la réalité. Il y a des décisions fortes que la transition peut prendre, qu'un gouvernement normal ne pourrait pas prendre. Donc, dans cette posture, il fallait juste acter l'état de guerre et aller à la réquisition pour éviter qu'il y ait des grèves intempestives, qu'il y ait des demandes sociales qui, de mon point de vue, en ce moment précis, n'ont pas de sens. N'ont pas de sens pourquoi? Parce que la mobilisation des ressources n'est pas possible pour faire face à cette demande aujourd'hui. Ensuite, on est arrivé à cette transition sous fond de crise. Donc, ça veut dire que ce gouvernement n'a pas eu le temps de travailler pour chercher de l'argent et répondre à la demande sociale. Et l'état des caisses, elles sont ce que nous savons. Donc la gouvernance sous Ibeka, mais tout le monde le sait, dans quel état le pays a été pris, délabré, dans un système de très mauvaise gouvernance. Donc ça c'est une réalité. Et si au même moment, vous demandez qu'on résolve tous les problèmes, comme si la transition avait une baguette magique, je pense que ce n'est pas possible. Donc ça, il faut que ce soit clair. Mais c'est la faute de la transition qui n'a pas posé les actes d'encadrement nécessaires pour que tout le monde comprenne qu'on est en état de guerre, qu'on est des citoyens, ce n'est pas la période pour nous distraire. Non. Et on n'a pas de temps pour la classe politique pour nous distraire. Non. C'est pourquoi je suis entièrement d'accord quand le gouvernement a décidé, pas le gouvernement en tant que tel, mais le CNSP a décidé à un moment donné de mettre les partis politiques à côté. C'est une très bonne vision. Mais la vision doit être sous-tendue par une action et une vision concrète. Il faut que la transition elle soit concrète, sinon elle sera désavouée par le peuple. Parce qu'il y a des attentes. Il ne faut pas durer dans les attentes et ne pas pouvoir les satisfaire. Donc, il ne doit pas s'éterniser.
Donc s'ils ne veulent pas s'éterniser, il faut qu'ils aient un schéma technique bien élaboré et qu'ils vont pouvoir exécuter dans le timing qui a été prévu. Donc, de ce point de vue, les politiques ont eu le temps de gérer avant cette crise. S'ils avaient la grande expertise qu'ils prétendent avoir, je pense que le pays ne serait pas dans cette situation actuellement. Parce que c'est la classe de 90, ce que nous appelons l'ère mitterrandienne de la démocratie. C'est eux qui ont mis le pays dans le chaos économique et de la mauvaise gouvernance. Donc, j'ai du mal à comprendre que pour une courte période de 18 mois, ils prétendent qu'il faut encore les associer à cette période comme si eux, ils avaient une recette magique. Je pense que cette recette, ils doivent la mettre a posteriori. C'est-à-dire qu'après la transition, s'ils sont capables encore de convaincre le peuple malien qu'il concourt au suffrage pour venir aux affaires. Maintenant, s'ils ont des idées, c'est de les mettre à la disposition. C'est pourquoi j'ai parlé de la réquisition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État doit être dans une posture où toute personne qui a des capacités, qui a des compétences, qui a du savoir-faire, ou qui a quelque chose que ce soit qui puisse servir à la nation, doit être mis à la disposition de l'État de façon impérative. Et il faut que cela soit clair. Même si vous êtes en prison, si vous avez des compétences avérées, on va vous chercher dans la prison, on vous met en mission. Et quand l'État n'a plus besoin de vous, on vous met à la disposition de la justice. Ce n'est pas compliqué. Donc, si ces décisions essentielles ne sont pas prises, c'est vrai que la transition tombe sous le coup de la gouvernance. Donc, ils sont obligés de répondre à la demande des citoyens, ils sont obligés de répondre aux revendications sociales et tout ce qu'un régime normal aurait dû faire, mais qu'ils n'ont jamais su faire. Parce que tous les régimes successifs n'ont pas pu répondre réellement aux besoins des citoyens maliens. De l'emploi, aujourd'hui, on en a besoin. C'est ça. 80% d'enjeux sont dans la rue. Donc, en réalité, au lieu de penser aux revendications salariales, qui ne sont qu'un aspect de la chose, il faut plutôt réfléchir en termes de développement réel. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de donner beaucoup d'argent à ceux qui sont en activité, mais il s'agit de faire en sorte que ceux qui sont jeunes puissent trouver de l'activité et créer de la richesse. Donc, si on ne réfléchit pas à l'architecture qui nous permet de créer de la valeur ajoutée et d'absorber le taux de chômage et mettre le pays sous un angle de développement, mais on aurait échoué cette transition. 2 semaines après la signature par le chef de l'État Mbanda du décret fixant les modalités de désignation des membres du Conseil national de transition CNT et celui fixant la clé de répartition, la mise en place de l'organe législatif de la transition se fait toujours attendre et pour cause, la quasi-totalité des principales forces politiques du pays refusent d'y siéger. Plusieurs responsables politiques ont fait savoir qu'ils n'ont pas encore changé d'avis. Oumar Ibrahim, président du parti APR, nous donne son point de vue sur la question et sur d'autres sujets brûlants du pays. Il est au micro de Sédou Sibi. Effectivement, on retient seulement que j'ai été ministre de la Santé, mais j'ai occupé plusieurs portefeuilles ministériels, notamment le ministère de la Sécurité alimentaire, de l'élevage et de la pêche avant d'être ministre de la Santé. C'est une petite pression que je souhaitais apporter. Mais comme vous le dites également, aujourd'hui, notre pays traverse une période particulièrement difficile. Au-delà de la crise politique, de la crise sécuritaire, de la crise sanitaire, et puis franchement, je crois que la situation est particulièrement difficile. Et nous sommes dans une transition qui certainement ne va pas arranger toutes les choses, parce qu'il y a un certain nombre de priorités en tout cas, qu'une transition doit vraiment gérer. Mais aujourd'hui, je crois que l'élément que nous retenons de plus, c'est vraiment cette situation syndicale difficile que traverse notre pays. Nous avons eu des grèves en cascade, nous avons eu des préavis de grève. Il y a des grèves qui sont là et des grèves illimitées. Notamment, je parle de la grève des administrateurs civils et puis des grèves qui sont projetées au niveau du ministère des Affaires étrangères, etc. Bref, mais la grève qui retient beaucoup plus de l'attention aujourd'hui, c'est celle qui avait été déclenchée par l'UNTM et qui a duré 72 heures. Au-delà de tout, et après cela, nous avons un autre préavis de grève déposé par la même centrale syndicale l'UNTM pour environ 5 jours. Je crois que
C'est une question qui doit être prise à bras-le-corps par le gouvernement, par les autorités de la transition. Parce que je crois que tout cela est consécutif certainement à un non-respect de certains engagements. Vous savez, les syndicats, comme vous le voyez, la lutte syndicale, elle est permanente. Vous savez, ne choisit pas de période. Aujourd'hui, c'est un gouvernement légitime qui est là, ou bien c'est un gouvernement de transition. La lutte syndicale, c'est que vraiment, il s'agit de se battre pour les syndicats pour satisfaire les intérêts moraux, les intérêts vitaux, et en tout cas améliorer les conditions de travail et de vie des syndiqués. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit. L'État étant une continuité, n'importe quelle autorité qui va être là va faire face à la situation. Donc c'est pour cela que c'est une question qui doit être prise à bras-le-corps pour voir un peu ce qui n'a pas marché. Les engagements qui n'ont pas été respectés, comment faire en sorte de pouvoir les respecter et de faire en sorte qu'autour de la table, avec le dialogue, que nous puissions vraiment, en tout cas, que les syndicats et le gouvernement puissent se mettre vraiment d'accord autour de quelque chose qui pourrait vraiment sauver la situation. Donc sinon, tant qu'il n'y a pas ça, je crois que ça va continuer. Ça va continuer parce qu'il y a certainement un déficit de dialogue. Ou bien, des fois, les commissions de conciliation qui sont mises en place ne travaillent pas vraiment en profondeur. Et je crois qu'aujourd'hui, il s'agit non seulement de voir toutes les questions qui sont sur la table et d'approfondir leur analyse, leur examen et de voir un peu ce qui peut être fait. Parce que les syndicats, c'est-à-dire ceux qui les animent, ce sont aussi des patriotes, ce sont des Maliens. Je crois qu'ils connaissent bien les difficultés du pays. Mais au-delà de tout ça, en tout cas de cette connaissance des difficultés, ils ont quand même des intérêts, ils ont des gens qui sont derrière et qui veulent vraiment être satisfaits. Maintenant, je crois que c'est dans le dialogue qu'on pourra trouver la solution. Mais c'est ce que je peux dire à ce stade-là. Malheureusement, c'est une situation qui est très très difficile pour notre pays parce que c'est des pertes énormes. Imaginez une grève générale de 3 jours en termes de recettes, en termes de recettes financières, en termes de recettes fiscales, c'est énorme. Ce sont des milliards et des milliards que notre pays perd. Donc il urge franchement de prendre cette question-là très au sérieux et de discuter avec. Franchement, je crois qu'à ce niveau-là, le principal point d'achèvement, c'est un peu le contenu des 2 décrets qui avaient été signés par le président de la transition. Il s'agit de, je crois, si je ne me trompe, les décrets 142 et 143 du 9 novembre 2020 et qui fixent un peu les critères et les modalités de désignation des membres du Conseil national de transition, qui est pratiquement le dernier organe qui doit être mis en place parce que c'est cet organe-là qui va permettre véritablement de travailler. Parce que c'est cet organe-là qui va discuter vraiment de toutes les grandes réformes qui sont envisagées pour refonder l'État du Mali. Donc là, à ce niveau, nous notons qu'il y a des incompréhensions. Des incompréhensions parce que tout simplement, ce n'est pas seulement les partis politiques, il y a les syndicats, il y a les autres. Tout le monde estime que la part qui lui a été attribuée n'est pas vraiment importante. Pour les partis politiques, en fait, le principal problème, c'est qu'il a été attribué aux partis et regroupements de partis politiques 11 sièges, qui, en tout cas, a priori, c'est vraiment minime par rapport à la place qu'occupent vraiment les partis politiques sur l'échiquier national. Mais je crois que tout cela, c'est également un manque de concertation. C'est-à-dire, si les gens arrivent à se concerter, certainement, des solutions pourraient être trouvées. Parce que moi, franchement, au-delà de rejet quasi unanime, parce que tous les partis politiques, de façon générale, ont rejeté cette proposition, en tout cas ce qui a été retenu dans le décret. Mais je crois qu'au-delà du nombre, nous, en tout cas en ce qui nous concerne à l'APR, c'est vrai, c'est insuffisant, c'est pratiquement même insignifiant. Mais je crois qu'au-delà du nombre, il s'agit de mettre en avant la qualité. Parce que 11, c'est vrai, c'est minime. Mais quand vous avez 11 hommes et femmes de qualité, 11 hommes et femmes de qualité peuvent peser sur un débat. Parce qu'une seule personne, 2 personnes de qualité, quand vous les prenez, c'est-à-dire qu'ils peuvent en tout cas faire tourner une assemblée de plus de 200 personnes. Par seulement leur force de proposition, par seulement leur façon de comprendre les choses, par en tout cas leurs compétences, je crois que quelque part, on peut voir ça. Mais
je crois également là où il y a un gros problème, c'est que c'est vrai, le décret a été signé. Bon, si vous signez un décret, le décret doit être mis en œuvre, doit être appliqué par le gouvernement. Je crois que maintenant, c'est au ministère de l'administration territoriale, qui est la tutelle des partis politiques, de dire, voilà, bon, pour les partis politiques, ce qui a été proposé, c'est 11. Alors, et de prendre, en tout cas, ses responsabilités pour répartir les 11 entre les partis politiques et les regroupements de partis politiques. Monsieur le ministre, il y a plus de 200 partis politiques. Il y a 216 partis politiques, mais de façon générale, ce qui pourrait faciliter la tâche, c'est que tous les partis sont dans des regroupements. On a l'ensemble pour le Mali, on a l'ARP, on a la COFOP, on a Alliance Djigikura, bon, c'est ça. Et puis, il y a les non-alignés. Donc, il s'agit tout simplement de faire en sorte que maintenant, par ces regroupements-là, on peut dire, bon, pour les PM, on attribue 1 ou 2, ainsi de suite. Mais c'est au ministère de l'administration de le faire. Parce que difficilement, les partis politiques qui ne se parlent pas, pratiquement, il y en a qui sont à l'opposition. Bon, en tout cas, il y a des partis qui se regardent en chienne de faïence. Mais on ne peut pas dire à ces partis-là qui va prendre l'initiative de regrouper les 216 partis. Il n'y a pas un parti qui peut dire, alors, je demande aux 216 partis en République du Mali de venir parce que nous allons répartir ça. De quel droit? Quelle responsabilité? Et c'est le ministre de l'administration territoriale qui doit, au-delà du décret, soit prendre une décision ou bien un arrêté pour dire, voilà la répartition au regard des statistiques qui sont à notre disposition. Et qui, en tout cas, une répartition qui nous paraît en tout cas équitable, qui peut paraître équitable. C'est une responsabilité du ministère de l'administration. Le décret est signé parce que, comme vous le voyez, le président de la transition a dit, que lui, il a signé un décret et qu'il s'en tient à l'esprit et à la lettre du décret. Maintenant, ça veut dire qu'il renvoie la balle dans le camp du gouvernement et c'est au gouvernement maintenant de prendre les dispositions. Nos partis politiques, nous sommes prêts peut-être à répondre pour échanger parce que le Mali aujourd'hui a besoin de ça. Le Mali n'a pas besoin de tiraillement aujourd'hui. Donc nous avons besoin d'avancer et surtout que nous avons besoin de faire en sorte que par notre engagement, d'accompagner la transition, que la transition se tient, en tout cas, elle reste dans le cadre qui a été indiqué, particulièrement la durée de 18 mois qui a été indiquée. Et cela exige vraiment les efforts des uns et des autres. Mais c'est ce que j'ai appris, je ne sais pas, parce qu'en réalité, je crois que ce sont des rumeurs. À mon avis, on dit qu'il y a un militaire qui est pressenti pour être à la tête. Bon, on dit également que l'Union africaine qui a envoyé, en tout cas, le président de la commission était là tout récemment, avait en tout cas dit qu'il ne s'accommoderait pas avec un président du Conseil national de transition militaire. Bon. Je crois que tout ça, ce sont des rumeurs. Attendons de voir. Mais je crois que dans tous les cas, les autorités mesurent bien, en tout cas, l'importance de ce CNT pour prendre toutes les dispositions pour qu'il soit mis en place rapidement. Parce que franchement, il y a un retard. Et il urge maintenant de comprendre qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il faut sortir en tout cas de cela et en tout cas mettre en place cet organe-là. Mais tout cela ne peut se faire que dans la concertation. Il y a des malentendus, il y a des incompréhensions. Quand nous allons nous parler, peut-être que ce sont des incompréhensions, des malentendus qui vont être levés. Mais comme ça, chacun reste dans son coin, chacun discute, chacun critique. La situation est particulièrement difficile au centre du pays et ça déborde un peu. Parce que quand vous parlez du cas de Farabogo, ce n'est pratiquement pas le centre. Par euphémisme, on dit que c'est le centre. Mais en réalité, tout le monde sait que c'est à côté, c'est à Ségou. Et ça, c'est le sud. Maintenant, moi, je crois qu'au départ, en tout cas depuis qu'il y a eu en tout cas, l'installation des autorités de la transition, c'est mon constat personnel. Moi, j'ai commencé vraiment à dire que la situation commence à évoluer positivement. Il y avait moins d'attaques, il y avait moins de morts, même si, en tout cas, il y a des attaques qui continuent dans le centre, mais vraiment l'intensité a baissé. Bon, jusqu'à ce qu'il y ait cette affaire de Farabougou qui a un peu défrayé la chronique. Moi, je crois que le cas de Farabougou, nous devons faire beaucoup attention. Parce que vous venez de le dire, ce sont des conflits intercommunautaires. Et quand ce sont des conflits intercommunautaires, on ne peut pas gérer ces conflits-là de la même façon que, en tout cas, les attaques terroristes. Et c'est ça la difficulté. Maintenant, il s'agit vraiment de travailler à faire en sorte que les communautés se parlent.
Donc là, nous devons nous appuyer vraiment sur tout ce que nous avons, les mécanismes traditionnels que nous avons, avec les chefs traditionnels, avec vraiment la culture que nous avons, c'est-à-dire la culture du Malien. Donc faire en sorte que nous puissions vraiment régler ça. Sinon, je ne crois pas que cela puisse être réglé par vraiment la calache, quoi. C'est difficile. Mais au-delà de tout, je crois qu'il y a des fois des regains, un regain de tension qui remet en cause vraiment les acquis. Mais franchement, je crois qu'il y a une amélioration par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Aujourd'hui, les FAMA sont beaucoup plus présents sur le terrain. Les FAMA, en tout cas, enregistrent beaucoup de résultats qu'avant. Je crois qu'il s'agit vraiment de faire en sorte de continuer à les soutenir, de continuer à les équiper, de continuer à les former pour qu'ils puissent, au bout de, en tout cas, les forces armées maliennes puissent vraiment avoir la victoire. Mais c'est un combat de longue haleine, ce n'est pas facile. C'est-à-dire c'est pas avec un coup de baguette magique qu'on va dire aujourd'hui on n'aura plus d'insécurité. Ça c'est difficile, on va continuer à gérer ça encore pendant plusieurs années. Mais certainement c'est quelque chose qui ne pourrait plus nous empêcher d'aller et de revenir comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois que l'insécurité impacte gravement, et en tout cas négativement, toutes les activités de notre vie économique et sociale, mais la vie politique également. Parce qu'on ne peut rien faire. Sans la paix, on ne peut rien faire. Et je crois que même aujourd'hui, si on doit organiser des élections, si l'insécurité continue, c'est difficile de faire campagne, c'est difficile de dire à des populations qui se battent pour leur survie, qui ont peur parce qu'il y a des coups de fusil par-ci, par-là, bon, de sortir de voter. Donc c'est franchement difficile. Donc ça, je crois que ce n'est pas seulement... Parce que vous voyez, quand vous parlez de sécurité, il y a des endroits où pratiquement les gens ne cultivent pas. Il y a des endroits où les champs sont brûlés. Il y a franchement beaucoup de difficultés. Donc il s'agit vraiment de travailler à faire en sorte que, en tout cas, dans le dialogue, nous puissions régler ça. Et effectivement, il y a les armes qui vont parler, mais le dialogue est beaucoup plus indiqué pour avancer. Conflit intercommunautaire au Mali, au moins 3 pactes de non-agression ont été signés ces dernières années. En 2018, 2 pactes ont été signés entre les chasseurs d'Onso et les représentants de la communauté Peul du Cercle, selon Maître Chekmar Konaré. Ces signatures ne sont pas suffisantes pour ramener la paix au centre du pays. La signature d'un pacte entre chasseurs traditionnels et milices est une bonne chose, mais ça ne me semble pas suffisant pour ramener la paix au centre du pays, parce que la paix est troublée essentiellement par des terroristes. C'est des démembrements de l'État islamique, des démembrements du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Diyad Ag-Ghali, des démembrements du Front de libération du Massina d'Amadou Koufa. Ce sont ces terroristes-là qui sèment la désolation au centre. Donc certes, la guerre intercommunautaire entre les chasseurs et les Peuls a contribué à amplifier le phénomène, mais en réalité, le phénomène de base, ce sont ces groupes terroristes-là. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à vaincre ces groupes terroristes au centre, on n'aura pas la paix. Et ces groupes terroristes sont eux-mêmes l'émanation de la question du Nord. Tant que la question du Nord n'est pas réglée, celle du centre ne le sera pas. Et il faut craindre une métastase du cancer de l'insécurité vers le sud. Et c'est déjà le cas vers Kaï, vers Sikasso, et un peu partout, vers Kouloukoro. Je ne crois pas qu'un politicien soit derrière ces choses-là. Pour moi, c'est des terroristes et il faut les traiter le problème comme tel. Je prie pour la réussite de la transition et je demande à tout le monde d'y mettre du sien. En même temps, je demande aux autorités de transition de comprendre qu'elles ne sont pas des autorités élues. Elles reposent sur un échafaudage très précaire du point de vue légal et constitutionnel. Elles doivent en tout lieu et en tout temps privilégier la recherche du consensus. Sans le consensus, leur échec sera
totale. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la Liberté Télévision.